C'était l'événement de l'année sur ce qui est très probablement le sujet le plus crucial pour l'avenir de l'humanité. Rien que ça, aujourd'hui on va donc analyser ensemble ce que l'on appelle la COP27. On va aussi passer en revue l'actualité en bref. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et ensemble on est parti pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Alors après 2 semaines de négociations entre dirigeants, experts et négociateurs du monde entier, eh bien la COP27, donc le sommet international sur le climat, s'est terminé ce dimanche en Égypte avec 2 jours de retard, le temps de trouver un accord. Et vu l'importance du sujet, on va donc passer en revue ensemble la réussite et les nombreux échecs de ce rassemblement. Alors commençons par le positif, finalement il y a bien eu un accord entre les pays participants, c'est un accord inédit pour mettre en place un fonds d'aide aux pays les plus touchés par les impacts du changement climatique. En gros, pour dire les choses simplement, les pays les plus riches, qui par ailleurs sont aussi historiquement ceux qui polluent le plus, vont contribuer financièrement à aider les pays les plus touchés par le changement climatique à lutter contre les pertes et les dommages que ça entraîne pour eux. Concrètement, ça peut être des dégâts déjà arrivés ou alors des dégâts qui vont inévitablement arriver à cause par exemple d'ouragans de plus en plus violents, de la hausse du niveau de la mer, etc. etc. Je ne vous fais pas toute la liste, mais c'est donc un fonds qui a pour objectif de redistribuer de l'argent des pays les plus riches aux pays les plus pauvres qui sont dans le besoin pour faire face à ces impacts du changement climatique. Alors ce fonds, c'était une demande depuis de nombreuses années chez pas mal de pays les plus pauvres touchés par ce changement climatique, que ce soit dans les Caraïbes, en Afrique ou encore en Asie du Sud-Est. Ils percevaient en fait déjà des aides pour mettre en œuvre leur transition écologique et se préparer à l'avenir. Il n'y avait pas de fonds comme ça, notamment pour les dégâts passés. Ça a donc été salué par les observateurs comme une avancée. Cela dit, attention, faut bien noter que le fonctionnement de ce fonds reste assez flou et qu'il y a encore beaucoup de choses à faire dans le détail. En fait, cet accord aujourd'hui, c'est un accord de principe pour que ce fonds soit mis en place, mais maintenant il reste beaucoup de choses pour voir concrètement comment le mettre en place, si bien d'ailleurs que les détails pourraient être réglés finalement dans 1 an lors de la COP28 qui se tiendra en 2023 aux Émirats Arabes Unis. Et d'ailleurs sur cette question-là de ce fonds de compensation climatique, donc ces sommes d'argent versées par les pays les plus riches aux pays les plus pauvres dans le besoin, la France va organiser un sommet international l'an prochain avant la COP28. On verra donc ce qu'il en est. C'est Emmanuel Macron qui l'a annoncé ce week-end. Voilà, ça c'est donc l'avancée majeure. Malheureusement, c'est pas que l'avancée majeure, c'est probablement, selon la plupart des scientifiques, la seule avancée qu'on peut retenir de cette COP27. Le reste est jugé très mitigé, voire très insuffisant, notamment sur la question des engagements de baisse d'émissions de gaz à effet de serre, ces gaz donc responsables du changement climatique. En effet, pour dire les choses, dans l'accord conclu dimanche à la fin du sommet, les pays du monde ne s'engagent pas à une réduction progressive de l'utilisation de tous les combustibles fossiles, donc que ce soit le pétrole, le gaz ou encore le charbon. Or, si je vous en parle, c'est parce que le GIEC, donc le groupe d'experts de l'ONU sur le climat, juge que cette réduction est indispensable pour limiter le plus possible ce changement climatique. Certains spécialistes estiment d'ailleurs que cette COP27 est même un retour en arrière par rapport à la COP26 qu'il y a eu l'an dernier, avec certains engagements qui sont encore moins ambitieux. Et d'ailleurs, on le voit avec cette déclaration du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, qui a déclaré, je cite, « Nous devons drastiquement réduire les émissions maintenant » et c'est une question à laquelle cette COP n'a tout simplement pas répondu. Alors comment expliquer qu'il n'y ait pas d'engagement plus fort qui soit fait sur ces sujets de réduction de l'utilisation des énergies fossiles? En fait, d'un côté, il y a le blocage de plusieurs pays dont l'économie dépend encore beaucoup de la vente de pétrole ou alors du charbon. Ces pays-là sont donc réticents à s'engager pour une diminution de leur utilisation puisque une grosse part de leur économie dépend de ces énergies-là. Ça peut être par exemple la question de l'Arabie Saoudite, la question de l'Iran ou encore de la Russie. Ces 3 pays qui sont parmi les plus souvent cités comme des pays bloquants sur la question du pétrole. Et en 2021 par ailleurs, de la même façon, c'est la Chine et l'Inde qui avaient été particulièrement bloquants sur la question du charbon. Et par ailleurs, au-delà du blocage donc par certains pays sur ces questions de réduction des énergies fossiles, il faut aussi comprendre que lors d'une réunion comme la COP27, il y a de très nombreux lobbyistes et négociateurs en tout genre, dont
un certain nombre, voire beaucoup en fait, qui défendent des intérêts privés, notamment sur cette question des énergies fossiles, et ça pèse donc forcément sur l'accord final. Bref, pour résumer, la COP27 n'a toujours pas permis de prendre des mesures concrètes pour faire baisser l'utilisation du pétrole, du gaz ou alors du charbon, et ainsi donc réduire réellement les émissions mondiales de CO2. Conséquence, selon les dernières données publiées notamment par Climate Action Tracker, et bien dans le scénario actuel, on est très loin des engagements qu'il faudrait prendre pour éviter des conséquences désastreuses. Alors si vous voulez plus d'informations, plus de détails, je vous mets des liens directement en description. Je sais que c'est un sujet technique, mais c'est aussi un sujet qui est essentiel à aborder. Donc on prend le temps aujourd'hui d'en parler et de le voir ensemble. Je vous laisse tout de suite avec Blanche pour les actualités en bref, et je reviens juste après pour le débat du jour. Merci Hugo, on commence avec une première info qui concerne la guerre en Ukraine. La Russie et l'Ukraine s'accusent mutuellement de nouveaux bombardements qui ont eu lieu ce week-end sur la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, la plus grande centrale d'Europe actuellement occupée militairement par la Russie. Alors de son côté, l'Agence internationale de l'énergie atomique a jugé la situation gravissime sans accuser qui que ce soit. Ceci dit, elle estime qu'il s'agit de frappes délibérées et ciblées sur la centrale. Deuxième info en France, et c'est un cri d'alarme de l'association Les Restos du Cœur sur la précarité alimentaire. Depuis le mois d'avril, l'association a accueilli 12% de personnes supplémentaires par rapport à la même période en 2021, une situation qu'elle n'a jamais connue. Il faut savoir qu'en un an, les prix des produits alimentaires ont augmenté d'en moyenne 12%, notamment en raison de la guerre en Ukraine, mais pas seulement. En tout cas, selon le rapport du Secours catholique sur l'état de la pauvreté en France, qui a été publié la semaine dernière, il y a de plus en plus d'extrême pauvreté dans le pays. En effet, près de la moitié des ménages qui ont sollicité l'aide de l'association l'année dernière n'ont pas assez d'argent pour se nourrir tous les jours. Troisième info, la Chine a enregistré ce lundi 3 morts du Covid, les premiers depuis mai dernier à Pékin, la capitale du pays. Et face à ça, les autorités chinoises ont mis en place de nouvelles mesures de restriction dans la région de Pékin, comme la fermeture des parcs, des salles de sport ou encore le retour au distanciel et au télétravail. Il faut savoir que la Chine est la dernière grande économie mondiale à mener une politique sanitaire très stricte de zéro Covid, qui consiste en gros à imposer des confinements dès l'apparition des cas, des quarantaines obligatoires pour les personnes testées positives et des tests PCR quasi quotidiens. Quatrième info, la Coupe du Monde de football masculine très contestée au Qatar a démarré ce dimanche dans un stade climatisé alors que la température extérieure était de 27 degrés. Pour le premier match de la compétition, le Qatar s'est incliné 2-0 face à l'Équateur et face à ça, de nombreux spectateurs, supporters du Qatar, ont quitté le stade avant la fin du match, une scène assez inhabituelle en Coupe du Monde. Certains avancent aussi que c'est parce qu'il faisait trop froid dans le stade. A noter qu'en France, le match a été suivi par 5 millions de personnes sur TF1, c'est plus que le match d'ouverture de la précédente Coupe du Monde en Russie en 2018, qui avait rassemblé 4 millions de téléspectateurs. Au passage, les équipes européennes ont finalement renoncé à porter le brassard arc-en-ciel One Love contre les discriminations et en signe de soutien à la communauté LGBTQI+, à cause des sanctions sportives dont ils étaient menacés. Ces derniers jours, en effet, la FIFA, donc l'instance qui gère le football dans le monde, menaçait les capitaines qui porteraient ce brassard de carton jaune en début de match. Le capitaine de l'équipe de France, Hugo Lloris, avait déjà annoncé que l'équipe ne porterait pas le brassard, voulant, je cite, respecter la culture du Qatar, pays où l'homosexualité est illégale. Cinquième info, il s'est passé pas mal de choses sur Twitter ce week-end avec le retour de plusieurs personnalités dont les comptes avaient été suspendus. En fait, samedi après-midi, le nouveau patron de Twitter, Elon Musk, a fait un sondage demandant aux utilisateurs de voter pour ou contre le retour de l'ancien président américain Donald Trump sur la plateforme. Pour ceux qui n'avaient pas suivi, en fait, il avait été banni de Twitter en janvier 2021, peu après l'assaut du Capitole à Washington DC par certains de ses partisans pour empêcher l'élection de Joe Biden. Et donc là, plus de 15 millions de personnes ont répondu au sondage et les gens ont voté en majorité pour le retour de Trump à 51,8%. Et donc suite à ça, son compte a été réactivé ce dimanche. Alors de son côté, Donald Trump a annoncé ne pas vouloir revenir sur Twitter et préférer utiliser son propre réseau social, affaire à suivre donc. Le deuxième compte qui a été rétabli ce week-end, c'est celui du rappeur américain Kanye West qui a fait un retour assez remarqué. Pour ceux qui n'avaient pas suivi, il avait été bloqué du réseau social il y a quelques semaines suite à des propos antisémites qu'il avait tenus, donc haineux envers les juifs. Et donc pour ce retour, Kanye West s'est permis de tweeter Shalom, une salutation utilisée par la communauté juive. Sixième info, la NASA, donc l'agence spatiale américaine, a déclaré ce samedi que des astronautes vivront sur la Lune d'ici 10 ans. Cette déclaration a été faite par le directeur du programme spatial lunaire Orion et elle survient quelques jours après le décollage du vaisseau Orion vers la Lune dans le cadre de la mission Artemis. Cette capsule prévoit d'emmener dans les prochaines années des astronautes sur la Lune et là, la NASA est donc en train de la tester sans équipage à bord. Si cette mission est un succès, la NASA estime donc qu'elle pourra envoyer non seulement des humains sur la Lune, ce qui n'a pas été fait depuis 1972, mais aussi qu'ils pourront surtout y rester et y vivre quelques temps pour mener des recherches scientifiques. Affaire à suivre. Enfin, dernière actu, c'est un nouvel énorme succès pour l'internet français, on pouvait pas passer à côté de ça. Ce samedi soir a eu lieu le 11 All
Stars, un match de football organisé par le streamer Amine. Alors ce match qui a eu lieu au stade Jean-Bouin à Paris devant 20 000 spectateurs opposait une équipe de streamers français, dont Rebeu des Terres, Inoxtag ou encore Michou, à des streamers espagnols. Alors deux choses à retenir, ce sont donc les Français qui ont gagné 2-0, déjà bravo à eux, mais en plus l'événement a battu le record de viewers en simultané sur Twitch, rassemblant plus d'1,1 million de personnes sur la chaîne d'Amine. Avec son événement, Amine a donc battu le record du GP Explorer de Squeezie en octobre dernier. Bref, un match retour est prévu en Espagne dans les prochains mois, on ne sait pas encore quand il aura lieu, mais les streamers français veulent jouer au stade du Real Madrid, on vous tiendra au courant. Alors le débat vendredi c'était le suivant, comptez-vous boycotter la Coupe du Monde? Vous êtes très nombreux à dire oui, j'ai pu voir aussi les débats dans les commentaires. Quant à nous en tant que média, vous avez peut-être vu la vidéo que j'ai postée sur notre chaîne YouTube principale que je vous mets en description. Pas de boycott en soi, mais on va beaucoup plus mettre l'accent sur les sujets de société entourant cette Coupe du Monde que sur les résultats sportifs en tant que tels. Aujourd'hui par exemple, vous l'avez vu, on a simplement cité un résultat parce que c'était l'occasion aussi de parler d'autres sujets, notamment la question climatique et ces stades climatisés. Autrement, on ne va pas vous donner au quotidien les résultats sportifs sur ces actus du jour. Quant au débat aujourd'hui, c'est le suivant. Elon Musk a-t-il raison de réintégrer Donald Trump sur Twitter? Petit débat, comme ça je vous laisse participer, ça se passe directement dans l'onglet communauté de cette chaîne YouTube. Pensez d'ailleurs à vous abonner à cette chaîne YouTube, si ce n'est pas encore le cas. Vous êtes très nombreux ces derniers jours à nous rejoindre, merci du fond du cœur. Je le dis au passage, justement peut-être pour les nouveaux, ce format des actus du jour, vous l'avez sur YouTube, vous l'avez aussi en podcast, que ce soit sur Spotify, Apple Podcast ou autre. Vous tapez Hugo Décrypte, vous allez pouvoir le retrouver, vous abonner et pourquoi pas écouter ce format dans les transports par exemple le matin. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me donner des questions, des suggestions dans les commentaires. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.